Bonjour à tous. Alors, simplement, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a un mois et demi, Jennifer m'a appelé et m'a dit « Coralie, du coup, ça te dirait de revenir à la conf du recrutement ?» Et ça, c'est Jennifer qui m'annonce le sujet de ma conférence. Bon. Alors, j'avoue qu'en tant que directrice du recrutement, autant c'est assez évident pour moi que je me pose la question tous les jours de comment je vais vers un recrutement inclusif, comment je vais vers un recrutement éthique ou plus orienté candidat. Je vais être honnête avec vous, j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question de comment je vais vers un recrutement stratégique. Voilà. En plus, il faut savoir que stratégique, pour moi, c'est un peu un mot auquel moi je suis allergique. Parce que c'est quand même un mot aujourd'hui qu'on utilise souvent pour rendre les choses importantes. On y met un peu tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ça me sauvera peut-être ce soir parce que finalement, si je vous dis n'importe quoi que vous ne comprenez rien, moi, je pourrais vous répondre, attends, c'est stratégique, quoi. Non, alors, en réalité, moi, quand j'ai commencé à réfléchir et à savoir ce que j'allais vous raconter ce soir, je ressemblais plutôt à ça. Voilà. Parce que finalement, la question, je ne la comprends pas. Parce qu'on est tous d'accord, le recrutement, c'est déjà stratégique. Sans recrutement, dans les entreprises, l'activité, soit, dans le pire des cas, elle est impossible, et dans le meilleur des cas, elle est dégradée, voire stagnante. Une boucherie sans boucher, ça ne marche pas. Un restaurant qui n'a pas assez de cuisiniers, pas assez de serveurs, ça marche moins bien. Et dans la tech, un secteur que je connais un peu mieux, pas de développeurs, pas de consultants, pas de business. Voilà. Donc en fait, je me suis dit que la vraie question, c'était plutôt d'essayer de comprendre pourquoi, alors que le recrutement est stratégique, pourquoi le métier qu'il représente n'est pas encore considéré comme tel. Alors, je vais vous faire une petite analogie. Il y a certains restaurants qui décident d'acheter leurs légumes chez Métro, le grossiste de la restauration. Donc, ils ont des légumes moins chers, la qualité, elle est correcte, sans être exceptionnelle, mais en fait, ça fait le job, on a des légumes dans l'assiette. En fait, ces restaurants-là, moi, ils me font penser aux entreprises qui vivent le recrutement comme un mal nécessaire. Alors, un mal nécessaire, c'est quoi ? J'ai compris que pour mon activité, c'est stratégique de recruter. Je n'ai pas vraiment envie de le faire, donc je n'y mets pas de moyens, ni je n'y alloue pas de temps. Je le fais faire à des personnes qui n'aiment pas ça ou qui ne savent pas faire ça. Mais au final, il faut le dire, ils arrivent à recruter. On est d'accord, ça fait le job. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on a des restaurants qui ont décidé d'avoir leur propre potager. Alors ça prend plus de temps, souvent c'est plus cher. Par contre, c'est nettement meilleur. Et surtout, ils gardent la maîtrise de la qualité de leurs produits, parce qu'ils ont compris que finalement, la base est essentielle. Mauvais ingrédients, mauvais plat. Ces restaurants-là, moi, ils me font penser aux entreprises qui ont compris que le recrutement, que le recrutement est une fonction essentielle et pas simplement une fonction nécessaire. Et finalement, c'est ça peut-être qu'il faut qu'on essaye de faire. Alors comment on fait pour devenir une fonction essentielle ? Parce que ça veut tout et rien dire, de nouveau. Moi, j'ai qu'un verbe qui me vient à l'esprit, c'est agir. Parce qu'au final, c'est en faisant qu'on démontre. Et au final, c'est en étant dans l'action que l'on devient stratégique. Et qu'on prendra notre place. Alors, c'est finalement ça que j'ai fait chez Zenica. Je n'ai pas fait plus. Voilà. Je l'ai fait. Je suis accompagnée de mon équipe, qui est là, présente aujourd'hui tout entière, et à qui je voulais faire un petit hommage. Et finalement, j'ai envie de dire que le leitmotiv de l'équipe, ça pourrait être ça. Agir plutôt que théoriser. Alors je vous rassure, ils ont aussi des visages. Et comme vous le voyez sur la photo, ils ont le sourire. Donc ça veut bien dire que passer dans l'action, ce n'est pas une souffrance. Au final, on a détecté 3 leviers pour s'élever, comme on veut. En fait, 3 leviers surtout qui vont guider toutes nos actions. Nos actions, elles doivent surtout montrer que avoir un recrutement de qualité, c'est indispensable. Elles doivent aussi démontrer qu'on a une expertise. Et surtout, elles doivent montrer que le recrutement, ce n'est pas qu'un métier d'intuition. Donc j'arrête de théoriser et on passe à l'action. La qualité, chez nous, elle s'est incarnée autour principalement du soin qu'on a apporté à l'expérience candidat. Et alors attention, là, je pense que vous n'êtes pas prêts parce que je vais afficher une slide et ce sera certainement une révélation pour vous tous. On a décidé que oui, le candidat, c'est une personne.
Alors je sais que dit comme ça ressemble à du bon sens. Mais finalement, moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a encore tellement de pratiques qui sont décriées par les candidats, c'est qu'on n'est encore pas au top dans la fonction sur ce paradigme. La première action qu'on a essayé de mettre en place, c'est une chose qu'on s'est engagé à faire avec l'équipe, c'est déjà de répondre à toutes les personnes qui candidatent chez Zenica. Et de manière personnalisée en fonction de leur profil et des raisons des refus. Alors encore une fois, vous allez vous dire, c'est normal. Et d'ailleurs, la pratique a été saluée publiquement par beaucoup de nos candidats sur les réseaux sociaux. Alors au passage, ça fait du bien à la marque employeur, ça flatte un peu l'ego. Par contre, moi je me dis surtout, est-ce que c'est normal qu'on nous remercie pour quelque chose, justement, qui devrait être normal? Moi, j'en suis pas encore sûre. Le candidat est une personne, on l'applique aussi dans les messages d'approche et dans le soin qu'on apporte aux messages d'approche. Alors en fait, le paradigme, c'est de se dire, si je parle à une personne, je vais faire appel à son émotion. Parce que finalement, l'émotion, c'est un peu ce qui nous caractérise en tant qu'humain et en tant que personne. Et donc, par exemple, dans l'équipe, on a Tiffany qui s'est mise à approcher ses candidats en poème. Et je peux vous garantir qu'il y a bien plus de tech qui sont des poètes, parce qu'ils nous répondent en poème aussi. On a aussi Jeanne qui a transformé, parce que c'était une souffrance pour elle d'écrire des messages d'approche écrits, donc on l'a transformé en message d'approche en vidéo. Et pareil, c'est super apprécié. En fait, ça fait quoi tout ça Parce que c'est bien beau de faire ça, ça augmente nos taux de réponse, augmente aussi nos taux d'engagement, et donc forcément nos résultats. Et au passage, finalement, on agit sur l'engagement que l'on crée avec ces personnes. Parce que finalement, autre chose qu'on décèle peut-être de manière un peu plus subtile, c'est quand un recruteur parle à une personne, il devient lui-même une personne. Il cesse d'être une fonction aux yeux de candidats, ils le sentent, et du coup, ils nous répondent davantage. Passer d'un recruteur qui parle à un candidat pour aller vers deux personnes qui engagent une conversation, moi je trouve que déjà ça change pas mal de choses. On a aussi poussé un autre paradigme, c'est de se dire que finalement les candidats, ça serait nos clients. Donc on a mis en place une enquête de satisfaction candidat, et elle est dispensée à toutes les personnes que l'on rencontre pendant l'année. Comme ça, on récupère des feedbacks directement de nos candidats, on peut s'appuyer dessus pour soutenir les améliorations qu'on souhaite mettre en place dans l'entreprise. Et résultat des courses, en 2021, 97% des candidats qu'on a rencontrés étaient prêts à recommander Zenica à leur propre réseau. Et autre pourcentage intéressant, dans ces 97% de personnes qui ont répondu qu'ils étaient prêts à le faire, on avait quand même 55% de personnes qui n'avaient pas rejoint l'entreprise. Et en fait, moi je trouve qu'avoir des retours positifs des personnes qu'on embauche, c'est bien. Par contre, avoir des retours positifs de personnes qui ne rentrent pas chez nous, ça a encore plus de valeur. Et ces super résultats nous ont incité à mettre en place une nouvelle démarche qu'on a appelée la cooptation externalisée. Ça consiste à transformer finalement vos candidats, ceux que vous ne recrutez pas, en ambassadeurs de votre marque, et qu'ils puissent être amenés à vous recommander des personnes de leur réseau, même s'ils ne sont pas chez vous. Et ça marche. Aujourd'hui, on a fait 2 embauches via ce système. Un candidat qui avait fait son process il y a 2 ans et que l'on n'avait pas retenu nous a recommandé une personne de son réseau, on vient de le recruter, et ça lui a donné envie de redevenir candidat, et il vient de nous rejoindre. Voilà, joker. Donc finalement, ces 2 actions, pour moi, c'est 2 actions assez faciles à mettre en place et qui confirment l'intérêt pour les entreprises de faire le choix de la qualité et de la rendre non négociable. Autre chose, donc je vous ai dit, le deuxième levier, c'est comment on démontre notre expertise. Pour faire ça, on a décidé de changer finalement la manière de travailler qu'on avait avec les hiring managers et de passer de la transaction à la relation. Et moi, j'appelle ça dans mes équipes, on arrête le mode guichet. Alors le mode guichet, ça parle peut-être à tous, c'est le moment où le recruteur et le hiring manager ne se parlent qu'au moment du brief de poste et au moment où le recruteur présente un candidat ou présente sa shortlist. Voilà. Finalement, le mode guichet, c'est je te demande et tu me donnes. C'est quoi redémontrer son expertise en réalité ? C'est démontrer un savoir-faire. Et pour ça, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire ensemble. Faire ensemble, ça veut dire qu'on a ritualisé certaines choses qu'on fait systématiquement avec les hiring managers. On fait du pair sourcing avec eux et on les fait aussi envoyer des messages d'approche. Faire du pair sourcing, c'est aussi leur démontrer la technicité du métier de sourceur et de l'identification. Faire envoyer des messages d'approche, c'est qu'ils comprennent qu'on établit des vraies stratégies d'approche. Comment on construit un message, comment on le personnalise, quel contenu on met, pourquoi on le relance. Et du coup, on rend visible des choses qui, à leurs yeux, n'étaient pas visibles. Parce que finalement, montrer ce qu'on fait, montrer comment on le fait, et montrer pourquoi on le fait,
Pour moi, c'est ça, asseoir une position d'expert. Très rapidement, en fait, c'est encore une action assez simple à mettre en place. Rétablir, finalement, de la relation de manière plus fréquente qu'elle n'existe actuellement. Alors, ça peut être des rituels. Nous, on a mis en place des points hebdo systématiques avec les hiring. On a mis en place des rétros mensuels, analyser ce qui ne marche pas, et puis leur partager aussi parfois nos souffrances, parce que finalement, leur partager nos souffrances, c'est aussi leur donner l'opportunité de nous aider. Donc finalement, et puis on a aussi mis tout en place un système de mail qui leur permet de suivre pas à pas le process des candidats qu'ils veulent recruter. Et ça permet aussi de les rassurer. Moi, je pense toujours au métro dont Adrien avait parlé. Vous vous souvenez, on est dans le métro, ça s'arrête, on ne sait pas ce qui se passe. Mais pourtant, on est quand même rassuré quand on dit juste c'est bon, on gère. Voilà. Et c'est exactement ça qu'on essaie de faire aujourd'hui avec les hiring. Le levier suivant dont je parlais, et le dernier, c'était effectivement de démontrer que le recrutement n'est pas qu'un métier d'intuition. Moi, aujourd'hui, en ce moment, je rencontre pas mal de candidats recruteurs. Oui, parce qu'au passage, je recrute dans l'équipe. Donc, hashtag Zenica recrute si ça intéresse des personnes. Je rencontre pas mal de recruteurs et je suis assez surprise du nombre de personnes que je rencontre encore qui n'ont pas la culture de la mesure. Par contre, je rencontre encore beaucoup de personnes qui ont la culture de la KPI. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Parce que j'aimerais bien qu'on passe de KPI-driven à data-driven. Finalement, la KPI, c'est quoi? C'est vécu par le recrutement par « je dois démontrer que je travaille ». J'ai rencontré les 50 candidats qu'on me demande de rencontrer, j'ai contacté les 50 personnes qu'on m'a demandé de contacter. Alors que finalement, data-driven, finalement, c'est mesurer, mais pour s'améliorer. Et je trouve que ça permet de libérer des pratiques de test and learn et d'A/B testing. Et c'est quoi tester, en fait? C'est oser. C'est oser tester de nouvelles choses, oser se tromper aussi, mais si je mesure, je sais que je peux arrêter. C'est libérer tout ça pour les équipes de recrutement. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? Pour donner très rapidement quelques exemples, forcément, dans le sourcing, on mesure l'impact que peuvent avoir deux messages différents qu'on envoie. On mesure sur quel canal va répondre plus ou moins un candidat. On va aussi mesurer si un objet de mail répond mieux qu'un autre. Il y a plein de choses à mesurer. Après, c'est sûr, il faut faire des choix parce qu'on ne peut pas tout mesurer. Et j'ai conscience qu'il faut avoir les outils pour le faire derrière. En fait, si vous testez, mais que vous ne mesurez pas, c'est plus du test and learn. C'est du test and pray. Donc c'est super important. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'encourage énormément dans mes équipes. Et je leur dis toujours, finalement, tu ne fais pas des KPI pour moi, ni pour la direction, ni pour Carl. Fais des KPI pour toi. Fais des KPI pour comprendre ce qui marche, le scaler, l'industrialiser. Fais des KPI pour voir ce qui ne marche pas et arrêter de t'épuiser dessus. Autre chose, mesurer, ça permet de vérifier une intuition. Alors, c'est quoi une intuition? Je vais vous donner deux exemples concrets qui vous parleront peut-être. La relance. Ah non, moi je suis recruteur et j'envoie pas plus de 2 mails de relance parce qu'après, le candidat, je vais le déranger, puis de toute façon, il ne me répondra pas. S'il n'a pas répondu à 2 messages, il ne répondra pas après. Alors, on a testé. Et nous, en mesurant, ce qu'on a constaté, c'est que là où on avait les meilleurs taux de réponse, finalement, c'était au 4e ou au 5e message qu'on envoyait. Et du coup, c'est ça qui nous a confortés dans la continuité de la mise en place d'une pratique de relance. Autre intuition, ça vous permet de vérifier qu'une pratique que vous ne voulez plus pratiquer marche quand même. Je ne sais pas si ça va parler à certains, moi je suis de l'ancienne garde des recruteurs, le cold call. J'ai un numéro de téléphone, mais aujourd'hui j'ai des emails et des mails, et c'est quand même plus facile d'envoyer un email et puis d'attendre qu'on me réponde. Alors que quand j'ai un numéro de téléphone, je ne vais pas décrocher mon téléphone parce que je vais être intrusif pour le candidat, il va mal le vivre, puis c'est pas bon pour la marque. Je vous assure qu'on a testé pour vous et le cold call ça marche encore. Non seulement ça génère des rendez-vous, mais ça génère aussi des embauches. Et du coup, c'est une pratique qu'on a remise en place dans l'équipe. Et enfin, quand je parle de l'approximatif, je pense que notre métier souffre de ça. Vous savez, mais vous savez, il y a plein de candidats qui disent ça, puis il y en a beaucoup qui pensent ça, puis alors vraiment, certains n'aiment pas ça. Moi, quand un recruteur de mon équipe vient m'expliquer qu'il ne fait pas quelque chose parce que beaucoup de candidats ont dit que, j'ai toujours la même réponse. Combien? Et c'est... Voilà. Combien? Vous voyez, c'est bien ancré, ils l'ont bien compris, voilà, c'est combien. Alors pourquoi c'est intéressant de mesurer combien? Parce que c'est mesurer la représentativité. C'est assurer qu'on va prendre une décision sur quelque chose de tangible et pas juste sur une impression ou un ressenti. Alors pourquoi j'ai fait la sélection de ces actions en particulier pour vous les présenter? Parce que finalement, avec ce que je vous ai présenté, ça démontre quand même que si on veut devenir stratégique,
Ben, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, il suffit de mettre en place des actions, et toutes celles que je vous ai présentées, pour moi, elles sont assez simples à mettre en place. Et deuxième chose, pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que ce sont toutes des actions, à mon avis, que vous pouvez mettre en place sans demander d'autorisation de quiconque. Parce que moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, si le recrutement n'a pas encore assis sa place au sein des organisations, c'est aussi en partie de notre responsabilité. Et quand je dis notre responsabilité, c'est parce que finalement, par moment, pour ne pas faire les choses, pour trouver des excuses, on préfère se dire mon manager, il ne veut pas, ma direction, elle n'acceptera pas, ou finalement, je n'aurai pas le droit. Donc moi, je le dis souvent à mes équipes, osez, faites, et parfois oubliez de demander. Alors j'ai conscience que chez Zenica, il y avait un terrain très favorable pour finalement asseoir la place centrale et stratégique du recrutement dans l'organisation. Mais je reste quand même convaincue et persuadée que si on n'avait pas été dans l'action, aujourd'hui, le service recrutement ne serait pas aussi reconnu et aussi considéré. Parce que finalement, c'est peut-être ça. Ce n'est pas tant la place qu'on vous donne qui va être importante. C'est vraiment la place que vous oserez prendre. On a la chance d'avoir chez Zenica un CEO, Karl Azouri, qui donne beaucoup de son temps au recrutement. Il a déjà donné du temps à l'école du recrutement. Il était venu faire un podcast pour expliquer quelle était sa vision du recrutement en tant que CEO. Et je pourrais vous expliquer aujourd'hui pourquoi lui a décidé de donner cette place et ce rôle stratégique au recrutement dans son entreprise. Mais en fait, je pense que la meilleure personne pour le faire, c'est lui. Et du coup, je vous demande d'accueillir en présence Karl Azouri, CEO de Zenica. Merci Coralie. Merci. Merci pour l'opportunité de venir partager. Alors, voilà, j'insiste, je viens partager un retour d'expérience. Voilà. Je ne viens pas vous dire comment faire votre métier, vous êtes plus sachant que moi. Voilà, je viens vous partager mon Rex. Pourquoi? Parce que chez Zenica, il y a 3 choses que je veux partager avec vous. C'est d'abord que le recrutement est indépendant des ressources humaines, donc directement rattaché à la direction, à moi. Deuxièmement, Coralie, en tant que directrice du recrutement, elle fait partie du COMEX. Et je vous parlerai aussi de l'organisation qui est en place au niveau du service, avec 3 exemples. Déjà, pourquoi on le fait? Alors, encore une fois, c'est un Rex, donc je donne un peu un résumé. Donc, moi, je suis un ancien technique, j'ai fait 10 ans de la tech, j'étais consultant. En 2006, je crée Zenica avec d'autres associés. Et donc, je sais ce que c'est qu'être consultant. Et dans le service, et on est vraiment dans un secteur particulier, bien sûr, dans toute entreprise, le recrutement est important pour faire de la croissance, mais dans le service, c'est encore plus vrai, puisque le chiffre d'affaires des sociétés de service est directement lié au nombre de personnes, consultants qui vont facturer. Donc pour ça, et on sait en plus qu'aujourd'hui les techniques, les techs, comme j'ai l'habitude de dire, sont les rockstars des années 60, sont archi sollicités, tous ceux qui sont confrontés le savent. Voilà, donc c'est vraiment important pour notre développement. Donc il y a cet impact business très fort. Et un témoignage de cet impact business, c'est au moment où on a changé d'investisseur. Donc il y a eu un closing le 23 février et j'ai changé de fonds. C'est BPI France qui est rentré au capital. Et un des sujets, c'était effectivement rencontrer le management. Et il voulait aussi savoir rencontrer la directrice du recrutement pour savoir justement est-ce qu'on était solide sur les prochaines années. Et donc Coralie a pu expliquer la démarche, etc., qui a été mise en place. Et voilà, donc c'est vraiment un élément important, le recrutement, qui est vraiment regardé attentivement, encore une fois, dans notre secteur qui est le service. Alors moi, mon constat aussi, en voyant l'équipe fonctionner, travailler, parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Je ne connaissais pas le système de sourceurs, recruteurs, etc. Moi, j'en étais resté aux recruteurs. Et en fait, donc, j'ai pu constater effectivement cette expertise bien distincte sur le sourcing, où il s'agit de détecter et d'attirer les talents. Et ensuite, sur le recrutement, il s'agit de continuer cette attraction, de faire dérouler le process et d'évaluer les personnes, justement pour l'adéquation réciproque entre la personne et l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, cette expertise, j'ai aussi pu la constater pendant le Covid, puisque on ne doit pas être la seule ESN. Pendant le Covid, on a un peu levé le pied, même beaucoup les premiers mois sur le recrutement. Et du coup, on n'a pas mis l'équipe au chômage partiel ou partiellement, mais on a aussi utilisé ses compétences pour nous aider sur l'impact business. Donc avec 2 exemples, avec Marine par exemple, qui nous a permis
de trouver une opportunité de formation chez un de nos clients, ou de placer un candidat chez un de nos clients qui continue à recruter. Et donc on a facturé ce placement grâce à Clément et Khalil qui ont fait ce boulot-là. Donc cette expertise-là, on l'a mise au service de l'entreprise parce que finalement, c'est les mêmes expertises qu'on peut retrouver dans ces différents domaines. Et enfin, le troisième point, c'est sur l'organisation. Ça aussi, je pense que c'est important. C'est-à-dire que chez nous, toute l'équipe recrutement dépend de Coralie. Même s'ils sont dans les différentes agences géographiques, ils ne dépendent pas du directeur d'agence. L'analogie que je peux faire, c'est avec la direction commerciale. Moi, on a aussi notre directeur commercial qui vient d'une grande boîte. Et en fait, il m'a expliqué le rôle. Il y a deux types de direction commerciale. Le directeur commercial, celui qui est garant du chiffre d'affaires et donc a besoin de manager l'équipe commerciale, ou la direction commerciale qui accompagne dans les process. Donc là, on est vraiment dans cette logique-là, ce qui permet beaucoup de synchronisation, d'optimisation, de discussion, puisque c'est la même stratégie et ça ne dépend pas de la volonté d'une directrice ou d'un directeur d'agence qui peuvent avoir des visions différentes. Donc cette uniformité était importante dans l'organisation. Ensuite, il y a aussi un autre constat qui s'est fait au fil de l'eau, ça je ne l'avais pas anticipé, c'est tout simplement l'élargissement de ce rôle du recrutement et du rôle de la fonction de Coralie, qui n'est pas simplement de nous aider au recrutement, mais aussi maintenant, par exemple, de nous aider sur tout ce qui est augmentation de salaire. Donc on a des comités d'augmentation, et en fait, qui de mieux placé qu'au recrutement pour nous aider sur les augmentations de salaire, puisqu'on connaît le marché, on est en contact des candidats, on voit les prétentions salariales, donc on peut se faire une idée du marché et venir tester, appliquer ça aussi à nos candidats, nos consultantes et consultants en interne, parce que clairement, il est hors de question, en tout cas chez nous, de faire des propositions à des gens, même en payant plus cher, pour les attirer et faire de la croissance, alors qu'à expertise égale, expérience égale, etc., on va avoir des gens qui sont déjà chez nous et qui vont gagner moins. Mais moi, j'ai déjà entendu ça quand j'étais consultant, donc ça remonte il y a très longtemps. Il suffit que je démissionne, qu'on me réembauche et je vais gagner plus. Donc voilà, ça, on veut éviter. Ça doit peut-être parler à certains. Donc voilà, donc il y a cette fonction-là aussi sur les comités d'augmentation. Et puis il y a aussi sur la rétention, puisque il y a un discours qui est raconté à la personne qui vient en entretien. Bien sûr, on essaie de s'assurer d'être le plus juste possible et de raconter des choses réelles. Et du coup, le recrutement aussi participe à l'onboarding. Et là, avec Coralie, on a aussi testé, on était sur le retour d'expérience de processus de offboarding pour aussi prendre le feedback des personnes qui quittent l'entreprise. Donc voilà, ça s'est fait sur notre agence de Lille et maintenant on va le déployer au niveau de toute la France. Et ce déploiement se fait avec notre direction des ressources humaines et aussi avec Coralie, puisqu'il y a toujours le lien avec le candidat, le recrutement et la rétention. Donc voilà en résumé quelques partages d'expériences que je voulais faire sur ce que nous on a vécu, comment c'est organisé. Sur la notion de liberté, j'ai entendu Coralie parler d'agir, etc. Donc déjà, deux choses. La première, c'est effectivement quand on a rencontré Coralie et en entretien, quand elle nous a rejoints, une des premières choses que je lui ai dites, c'est en nous rejoignant, aide-nous à transformer l'entreprise, parce qu'on a changé notre façon de recruter, et ne laisse pas l'entreprise se transformer, se changer. Donc voilà, on recrute des talents, c'est pour nous aider aussi à nous transformer. Et deuxièmement, sur l'aspect stratégique, agir, etc., moi, je vais donner une définition que j'ai, c'est pas la mienne, mais en tout cas que j'utilise en interne sur la stratégie. La stratégie, c'est un ensemble d'actions qu'on exécute pour créer de la valeur. Donc, dans cette définition, la stratégie, ce sont des actions. Voilà. Et après, quand on agit, test and learn, les actions vont nous permettre de prendre du feedback, etc., d'améliorer la stratégie. Mais voilà, pour moi, la définition de la stratégie. En tout cas, voilà l'expérience que je voulais faire, partager avec vous, et je vous remercie pour cette opportunité ce jour. Merci beaucoup, Karl. Merci, Karl, pour ta présence déjà et pour le message que tu adresses. Alors, c'est fini, rassurez-vous, c'est bien écrit conclusion. La dernière fois, j'ai fait 30 minutes, mais cette fois-ci, normalement, je ne devrais pas être trop mal. Alors, pour conclure, au final, j'espère juste que ce que je vous ai dit et ce que Karl vous a dit vous donnera tous envie demain d'être dans l'action et d'aller prendre votre place dans les entreprises où vous êtes de manière assertive. Parce que au final, on a parlé toute la journée de recrutement engagé, et effectivement, être engagé, c'est quoi ? Savoir des convictions et savoir les défendre. C'est croire en l'ambition qu'on va pouvoir aller vers un recrutement éthique, un recrutement
dit inclusif, voilà, cherchez-moi, un TIC inclusif, plus orienté candidat, et alors plus stratégique ou essentiel. Moi, je préfère essentiel que stratégique, mais ça, vous l'avez compris. Pour conclure, moi, ce que je dis toujours, c'est que finalement, nous, le travail qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait actuellement, c'est des combats qu'on mène. Et c'est des ponts qu'on est en train d'établir avec nous et les candidats, comme on l'a dit, avec nous et les hiring, avec nous et les directions, pour faire bouger les lignes de notre métier. C'est des combats qu'on mène. Et finalement, les ponts qu'on construit aujourd'hui, c'est ceux qu'emprunteront les recruteurs de demain. Et si on les soulage de ces combats, quelque part, on leur libérera de la charge mentale pour aller traiter d'autres sujets qui vont continuer à faire bouger les lignes de notre métier. Merci à tous.